Salut tout le monde, comment ça va bien? J'allais dire Jean-Marc. Thomas Porcher, qui nous fait, c'est titré l'analyse sans concession de Thomas Porcher. Bon, alors déjà, disclaimer. En matière de société, j'ai déjà dit, je le redis, j'insiste, je persiste, je signe. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité absolue. Hein. C'est pas des règles de physique-chimie. Hein. La nature n'a pas décidé qu'on vivrait en démocratie, en république ou quoi que ce soit. C'est des choix de société qu'on fait. Hein. Voilà, donc il n'y a pas de vérité. Donc chacun défend son point de vue, ses aspirations, ses idéaux, tout ce que tu veux. Donc j'ai plus de respect pour quelqu'un qui fait des choses pour tendre vers la société qu'il espère, dans laquelle il espère vivre, que les oisifs qui regardent le train passer. Enfin bref. Voilà, tout ça pour dire que je suis pas en train de critiquer le fond, mais bel et bien la forme là en fait. Donc bon, parce que il se présente quand même en tant que docteur, hein, j'ai regardé sa fiche, il a un doctorat en économie, hein, à la Sorbonne, donc c'est pas du pipi de chat, c'est censé être un petit peu un scientifique, un tout petit peu, hein, juste ce qu'il faut. Pourquoi est-ce qu'il vient avec seulement deux hypothèses qui en plus, les deux permettent de lui donner raison? Est-ce que scientifiquement, c'est pas ce qu'on appelle ça un biais de confirmation? Tu choisis deux hypothèses méticuleusement sélectionnées pour pouvoir avoir raison à la fin. Ça ne se fait pas, ça. Ça ne se fait pas. Tu imagines la société que tu veux, t'es de droite, de gauche, de centre, de machin, mais quand tu viens auréolé de ton savoir de docteur en quoi que ce soit la matière, là c'est de l'économie, tu viens pas avec un discours biaisé. Là tu es en train de prêcher pour ta chapelle avec des arguments qui t'arrangent. Et là je me sens floué, je me dis le mec se fout de moi. On est là pour parler, échanger, l'heure est soi-disant grave, et les gens se fichent de ta bouche. J'espère que c'est vexant ce que je suis en train de dire, parce que vraiment voilà. Et les gens qui votent pour ça, soit ils sont complètement idiots, mais c'est vrai, parce qu'ils, soit ils sont racistes. Voilà, il faut appeler un chat un chat. Ils n'iront pas chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire dans l'évasion fiscale, chez les ultra-riches. Non, il n'y a rien là-dessus. Enfin, et au contraire, il y a même des avantages. Par exemple, Soit les gens sont stupides et ils n'ont rien compris, parce que tout est dans le programme et dans le programme il n'y a rien, soit ils sont des racistes. Dans les deux cas, ils gagnent. Bah voyons. Mais si c'était vraiment une démarche, une analyse scientifique, il y aurait plus de théorie que ça. Il y aurait soit les gens ont parfaitement compris, mais ils s'en foutent, soit les gens ont parfaitement compris et ils adhèrent, sans pour autant être racistes. C'est ça aussi un petit peu la complexité d'aujourd'hui. Est-ce que il est possible d'envisager que, même s'ils ont vu le programme, même s'ils n'ont pas grand-chose, voire rien à y gagner, qu'en connaissance de cause, ils votent quand même à droite, sans pour autant être racistes. Et là, le débat il deviendrait un tout petit peu intéressant, parce que ça poserait le problème non pas sur est-ce que les électeurs sont débiles ou pas, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème avec l'élection en France, hein? Parce que ceux qui voudraient voter ni pour l'un ni pour l'autre, et encore moins pour le troisième, ils peuvent pas le faire en France, hein? Ça fait des décennies qu'on nous trimballe, qu'on nous ridiculise avec ce pseudo-débat sur le vote blanc, qu'à chaque fois on se fait carnat, hein, on va dire les termes. Quand on arrive à des dilemmes, entre guillemets, comme ça, on ne peut pas ne pas choisir. Est-ce que ça, ce serait pas un autre problème autrement plus fondamental que le fait d'être débile ou raciste, hein? T'es obligé de choisir un camp. À un moment donné, tu veux ni l'un ni l'autre, et t'es obligé d'en choisir un quand même. Alors, tant qu'à te faire chier, peut-être que aussi il y en a, ils se disent, bon allez, hein, voilà. De 1, ça complexifierait un petit peu plus le débat. Pour un docteur, c'est le moins qu'on puisse espérer. Et ensuite, il y a aussi la discipline de parti, hein. Les élus sont censés être indépendants, ils représentent la nation, tanani tanana, et ça les rend indépendants et de leurs électeurs et normalement en théorie aussi de leur parti. Mais si si t'as des idées trop pas acceptées par le parti, souvent soit tu peux pas l'exprimer, soit tu te tais de toutes les manières. Après il y a une question de respect aussi, mais de toutes les manières. Mais tu pourras pas le mettre en avant par ton vote, par ton machin, par quoi que ce soit. Il faudra coller à discipline de parti. Donc les gens sont pris en étau avec cette mentalité, j'allais dire franco-française, mais je sais pas comment ça se passe ailleurs,
qui fait que s'il y a un point d'un programme d'un camp qui t'intéresse parce que l'autre ne le propose pas du tout et que ça commence à devenir chiant, t'es obligé de prendre l'ensemble du truc parce que tu ne peux pas segmenter. Le vote est fait, la discipline de parti en France est faite que si tu veux une politique sociale, t'es obligé de voter à gauche. Si à un moment donné tu veux une politique un peu plus libérale ou un petit peu plus sécurisée, pour pas dire sécuritaire, t'es obligé de voter à droite. Il n'y a pas moyen de composer, de faire. Voilà, donc ça serait un petit peu plus intéressant pour l'avenir de la démocratie en France que de se demander si les gens sont débiles. Il n'y a pas un problème avec le contenu même du vote. On ne peut pas prendre les idées qui nous intéressent ou s'abstenir tout en faisant en sorte que ça compte. C'est quand même un petit peu plus grave et ça apporterait plus de solutions, que les gens puissent se dire, moi je veux juste ce point-là de ce programme-là, je veux juste ce point-là de ce programme-là et je veux pouvoir ne pas choisir les autres. Mais bon, je sais pas, peut-être il faudra un doctorat en politologie pour pouvoir émettre des hypothèses comme cela. Je ne sais pas. J'espère que je suis vexant quand je dis ça, parce que quand j'entends ce genre de plaidoyer, c'est moi qui suis vexé. Là. Je me dis vraiment, il me prend pour un idiot, les gars. Soit effectivement, mais il y aura toujours, et ça, personne ne va le nier, le noyau dur des tout premiers adhérents du FN, bien entendu, qui sont là pour des raisons xénophobes. Mais c'est pas tout l'électorat du FN, et pour une raison très très simple. Les dernières législatives, c'était il y a 2 ans. Là, ils avaient fait combien 18, je sais plus exactement. Et là, ils font 29, 30. C'est-à-dire plus de 10% en 2 ans. Plus de 10% des suffrages exprimés, évidemment, il y a toujours ce même problème, sans arrêt, de racisme comme ça en France en 2 ans. Oui, il se passe des trucs très très graves, et dans ce cas-là, il faudrait peut-être en tenir compte. C'est peut-être motivé par des événements où cette partie-là n'est pas motivée par la xénophobie. Parce que ça fait quand même une très très forte progression en très 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 peu de temps. Derrière tout ça, il y a aussi tout le contexte électoral. Il y a le nombre d'inscrits, les votes exprimés, le pourcentage des votes exprimés. Parce que si tu regardes les chiffres aux élections, aux législatives 2022, ils ont fait 18, certes, mais c'est que 8% des inscrits. Qu'est-ce que c'est que ces abstentionnistes? Qui y a dans ces abstentionnistes? Est-ce qu'il n'y aurait pas un roulement dans les abstentionnistes? Ceux qui ne votent plus, ceux qui ont arrêté de voter, ceux qui... En plus, ils parlent du programme de la gauche. Pourquoi est-ce que les gens se laissent... D'abord, ils se plaignent que le vote contestataire, soi-disant, n'est pas reporté sur la gauche. J'arrive pas à voir par quelle mécanique ça fait monter l'extrême droite comme vote de contestation plutôt que la gauche, par exemple, qui proposerait des politiques. Et ensuite, il comprend que, la classe ouvrière plus particulièrement, mais bon, plus généralement l'électorat, pourquoi est-ce que l'électorat est dégoûté de la gauche? Il y a une partie de la gauche qui a laissé les classes populaires. Sur le très long terme, c'est ce qu'on regarde, c'est clair. Une partie de la gauche du gouvernement qui a laissé les classes populaires, une partie de la gauche qui a voté, qui a fait la même chose quasiment que Macron. Macron était plus loin, mais qu'on n'était pas loin, le CICE, la loi El Khomri, etc. La gauche très pro-européenne, et je dis pro-européenne bébête, c'est-à-dire ne voyant pas les paradis fiscaux, ne voyant pas les délocalisations qui sont faites en Europe, ne voyant pas la concurrence sociale, notamment avec les pays de l'Est, toute cette gauche un peu européenne bébête, européenne bébête. Tout ça on fait qu'une partie des classes populaires ne se sont plus senties représentées par la gauche. Alors soit on sait pourquoi est-ce qu'ils votent pas à gauche, pourquoi leur vote ne se reporte pas sur la gauche, soit on ne sait pas, alors en plus il se contredit, mais bon, au moins il dit les deux, c'est déjà ça. Et donc par rapport au suffrage exprimé, aux abstentionnistes, peut-être qu'il y a aussi un bout de l'électorat de gauche qui est parti chez les abstentionnistes, parce que voilà, ils en avaient marre, pour toutes les raisons qu'ils citent d'ailleurs, très très bien. Donc voilà, moi je t'ai dit, sur le fond, il dit ce qu'il veut. Moi, ça me dérange pas, les gens qui défendent leur position. Au contraire, c'est un devoir. Quand tu peux, quand tu sais, c'est un devoir presque. Il n'y a pas de problème. Mais sur la forme, quand tu te présentes comme étant un docteur, un économiste, qui vient faire des émissions, qui a fait une analyse et que t'as que deux théories qui en plus confirment ta conclusion, c'est de l'enfumage. C'est de l'enfumage. Il y a tellement d'hypothèses à prendre en ligne de compte que franchement, moi je sais pas.
Quand on est un lambda, on donne son avis basique avec juste 2 opinions comme ça pour faire la polémique. Bah ouais, vas-y, c'est le jeu de la communication. Hein. Y a pas de problème, mais dans ce cas-là, je vais au PMU. Quand il y a un docteur qui vient m'expliquer des choses, j'attends beaucoup plus que ça. Là, je me sens floué, j'ai l'impression que le gars, il me prend pour un idiot. Et c'est pas terrible, en fait. Et c'est pas terrible. Plus sur la forme que le fond. Le fond, j'ai dit, je redis, tu défends ta position que tu veux. J'ai plus de respect pour quelqu'un qui aurait des idées que je peux pas blairer, mais qui est là, qui les défend, qui fait quelque chose, que pour quelqu'un qui en a et qui n'en fait rien du tout. Hein. Donc, il pense ce qu'il veut, c'est pas mon problème. Mais là, la façon dont il présente en étant docteur, franchement, ça m'embête. Vraiment beaucoup. Alors, j'espère que t'es vesqué parce que je viens de dire et que on aura des trucs un petit peu... N'ayez pas peur les gens, je l'ai déjà dit, n'ayez pas peur, hein, les journalistes, les analystes, les docteurs, les intervenants, les spécialistes, tout le monde, les consultants. Là. Arrêtez de prendre les gens pour des idiots. Il n'y a pas de problème. Les tenants, les aboutissants, les chiffres, il n'y a plus de problème. On connaît tout ça maintenant. Balancez la sauce. Bon, bah allez, je te laisse là-dessus, parce que ça m'a un petit peu énervé. Bon, bah allez, je te dis à plus. Ciao, ciao.